Merci de nous rejoindre, merci pour votre fidélité. La personnalité que nous recevons ce dimanche a du pain sur la planche. Un double défi, réveiller la rose socialiste dans son département et trouver une place entre le macronisme triomphant et le mélenchonisme combattant. Dans quelques instants, Vincent Lemot, le maire de Plouëc-Dutrieux et le premier secrétaire du PS dans les Côtes-d'Armor nous rejoindra. Mais avant cela, comme chaque semaine, tout de suite, le portrait off de l'invité. Voilà, retour sur le plateau de Dimanche en politique. Bonjour Vincent Lemot. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors quand on regarde votre portrait off, un défaut, la lenteur excessive. Par contre, une qualité, vous ne confondez pas la vitesse à la précipitation. Vous avez un drôle de rapport avec le temps, finalement, non? C'est un peu mitterrandien, oui, certains pourraient le dire. Non, je me suis rendu compte quand je l'ai écrit, ces deux traits de mon caractère. C'est vrai qu'il me faut toujours du temps pour me positionner, pour comprendre les enjeux, toujours être dans le moment opportun pour disséquer. Et ça, c'est déterminant pour moi d'avoir toujours ce temps nécessaire. Mais une fois que c'est décidé, c'est décidé. Vous êtes un peu comme Emmanuel Macron, vous voulez être le maître des horloges, c'est ça? Oui, la comparaison est audacieuse. Mais en tout cas, j'essaye d'être toujours dans les meilleurs temps pour nos concitoyens et pour ma vie, tout simplement. Alors justement, la gestion du temps, est-ce qu'elle est au cœur de cette décision que vous avez prise il y a un an de quitter le conseil départemental des Côtes-d'Armor? Vous étiez le chef de file de l'opposition. Cette décision a surpris beaucoup de monde. C'était un choix clair. C'était par rapport à quoi? À votre vie professionnelle, c'est-à-dire on ne peut pas cumuler tous les mandats par rapport à votre vie de famille? C'est une réflexion qui datait déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même. Je ne pourrais pas tout faire, tout assumer. Père de famille, depuis maintenant 2 ans et demi, j'assume avec ma femme l'éducation de deux petites filles, un petit garçon. Le temps aussi de prendre pour sa famille le soin, la bonne attention, c'était nécessaire du coup de ne plus cumuler de cette manière-là 2-3 fonctions qui effectivement demandent beaucoup d'exigences. Et en cela, c'était déterminant de choisir sur un mandat. Le mandat de maire, très important, très attaché à ma commune. Et dans le même temps aussi cette ambition de m'installer, de travailler sur le territoire de la future agglomération Guingamp-Paimpol m'a amené du coup à choisir de quitter le département. Vous êtes aussi premier secrétaire du PS dans les Côtes-d'Armor. De ces 3 mandats, quel est le plus chronophage, le plus compliqué, rapidement? Le plus compliqué, aujourd'hui, le président d'agglomération. Voilà, c'est clairement identifié. C'est une agglomération toute nouvelle, toute neuve, qui a besoin d'être travaillée, d'être mobilisée. Et effectivement, ça me demande beaucoup de temps. Mais la commune, effectivement, c'est le temps du plaisir. Et le parti, aujourd'hui, c'est le temps de la reconquête et de la reconstruction. Eh bien, justement, transition toute faite. On va rejoindre l'écran de Dimanche en politique et on va parler de l'actualité de votre famille politique, le Parti socialiste. Et on va regarder d'abord ce chiffre assez parlant, c'est l'évolution du nombre d'adhérents dans votre fédération, dans les Côtes-d'Armor. Nombre d'adhérents qui est passé de 1200 en 2012 à 732 en 2017. Vous avez perdu la moitié de vos adhérents. C'est compliqué aujourd'hui d'être premier secrétaire de Fédé, non, au PS? Tout à fait. Il faut être sans cesse en contact avec le terrain, les militants, pour savoir où ils en sont dans leur réflexion. Nous n'avons pas eu encore forcément d'orientation claire au niveau national. Et localement, on sait qu'on a envie de travailler, continuer de travailler ensemble. Vous faites de la kaléothérapie, c'est ça? Nous sommes d'une certaine manière en train de donner des espoirs et peut-être aussi de l'envie de se réengager pour les militants. Et c'est là un travail, c'est vrai, de tous les instants également. Donc moins d'élus, niveau argent,
Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre aussi en politique. Financier, effectivement, le niveau des cotisations diminue avec la diminution du nombre de militants. Le nombre d'élus aussi qui ont pu quitter le Parti socialiste, puisque dans notre fédération, il y a des élus qui ont fait le choix de rejoindre d'autres mouvements. Et ça, c'est vrai que ça fait aussi un manque à gagner. Et au niveau national, avec une diminution de la péréquation nationale, c'est-à-dire que Solferino, futur feu Solferino, reversait au territoire, aux fédérations, une péréquation et pourrait être divisée par 4 en 2018. Alors, il y a quelques jours, une ancienne figure de la gauche a peut-être dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Cet homme, c'est Dominique Strauss-Kahn, qui s'est exprimé sur l'avenir du PS en marge d'une conférence à Marrakech. On va l'écouter. Que pensez-vous de l'avenir du Parti socialiste? Est-ce qu'il y a un avenir? Non, je crois qu'il n'y en a pas et je crois que c'est une bonne chose. Que le temps est venu de renouveler le centre-gauche français. L'élection d'Emmanuel Macron a créé une sorte de tremblement de terre dans la politique française. Et ce parti, qui est le mien, je le dis avec un peu de tristesse, mais c'est comme ça, n'a pas su accompagner la mondialisation, se transformer quand le monde se transformait. Et donc il est temps qu'il disparaisse. Alors, il est temps qu'il disparaisse. Vous avez dit à la suite des législatives qui ont été une déroute pour votre parti, il faut tout refaire du sol au plafond. Ah, est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui changer de nom, changer de structure, d'organisation ? Je suis d'accord avec Dominique Strauss-Kahn quand il dit effectivement que le nom du Parti socialiste peut peut-être éloigner le citoyen de la politique et de l'intérêt qu'il peut avoir vis-à-vis du Parti socialiste. Mais par contre, les valeurs essentielles que porte le socialisme français depuis Jaurès, je ne pense pas qu'ils sont mises à néant par ces élections législatives et présidentielles. Ce n'est pas cette élection présidentielle et législative qui vont faire l'alpha et l'oméga du Parti socialiste ou du mouvement socialiste français dans notre pays. Dans les Côtes d'Armor, vous avez confié une mission à l'ancienne génération, incarnée par Claude Saunier, l'ancien maire de Saint-Brieuc, ancien sénateur, et Fanny Chappé, la nouvelle génération, pour retravailler un peu sur ce que pourrait être une nouvelle organisation. Vous voulez quoi ? Plus de débat, plus de démocratie participative, que les élus aient enfin vraiment du pouvoir par rapport à un siège national ? Moi, je souhaite que le citoyen se réapproprie l'espace public, le débat public. On renvoie trop souvent la responsabilité à des élus qui sont soi-disant coupés du terrain, qui ne sont pas en capacité de comprendre la réalité du quotidien. Moi, je ne crois pas à cela. Dès lors qu'on donne les bonnes entrées à nos concitoyens, et notamment à cette jeunesse qui aujourd'hui, elle espère beaucoup plus que nous pouvons espérer. J'ai à peine 40 ans, je suis encore en âge de revendiquer mes 39 ans, mais on sent bien que la société telle qu'elle s'est organisée a peut-être éloigné le citoyen du débat public. Et d'une certaine manière, le Parti socialiste est aussi enferré dans un système qui l'a éloigné du débat public. Et travailler peut-être plus aussi. Je vous propose de regarder ce que disait Marc Coatanea, votre homologue, l'ancien homologue de la Fédération du Finistère, qui a rejoint justement La République En Marche. La lucidité impose de constater l'assèchement progressif, pour ne pas dire définitif, du débat d'idées au PS, étouffé par des postures politiciennes. En gros, il va falloir travailler, bosser. Vous avez été paresseux un peu pendant quelques années ? Au lieu de le quitter, il aurait mieux fait de rester et de faire en sorte de donner toute sa hargne dans la reconstruction d'un mouvement socialiste français auquel il a adhéré de façon très, très forte, puisqu'on a fait nos armes au MJS ensemble en 1999. Nous étions 2 premiers animateurs fédéraux ici en Bretagne. Mais il ne croit plus au PS ? Oui, mais c'est un outil, le Parti socialiste. C'est un outil. Les valeurs que porte le Parti socialiste, ce ne sont pas un outil. C'est un vecteur de création de société, de faire société. Et aujourd'hui, notre force à nous, sur les territoires, avec Fanny Chappé et Claude Saunier, c'est de vouloir allier les temps, comme on le disait tout à l'heure, allier les âges pour dire que nous avons un avenir, mais encore faut-il travailler, avoir vraiment envie de travailler et se projeter dans le 21e siècle. Alors justement, il y aura le congrès de la refondation au printemps prochain. Il va falloir tout réorganiser, tout remettre à plat et choisir une ligne claire politique. Pour vous, quelle est cette ligne claire ? C'est quoi ? La social-démocratie ? C'est la social-démocratie assumée. Nous sommes un parti de gouvernement et il ne faut pas prendre les gens toujours à rebousse-poil. C'est clair, on leur promet pendant des congrès, pendant des élections, pendant la campagne, monts et merveilles. Et après, dans l'exercice du pouvoir, on va comprendre la dureté de l'exercice du pouvoir et on va ne pas peut-être assumer ces engagements. Qui pourra incarner cette ligne ? Pour moi, aujourd'hui, il y a une capacité à s'organiser autour de personnes comme Stéphane Le Foll, comme Najat Vallaud-Belkacem, des gens qui ont été ministres, qui ont pu rester ministres tout le temps de leur mandat, 5 années, et qui ont eu toujours la parole facile et de dire ce qu'ils faisaient tout en ayant toujours un œil critique. Vous parlez de Najat Vallaud-Belkacem qui vient de déclarer « Voilà, je veux bien être candidate ». À condition que je sois tête de liste aux européennes et à condition que le poste de premier secrétaire du PS soit rémunéré. Mais ça, c'est un peu l'ancien monde. Je crois que ce n'est pas conditionnable, la prise de telle fonction. Il y a effectivement beaucoup de temps à y consacrer. Il y a sans doute des possibilités de permettre à ces personnes de bien fonctionner.
mais il faut avant tout des gens qui s'engagent véritablement dans une reconstruction. Et Stéphane Le Foll a envie de s'entourer de jeunesse, et ça m'intéresse. Et avec quels alliés? Jean-Luc Mélenchon dit « Je veux bien parler avec le PS, mais le ticket d'entrée, c'est d'être un opposant résolu. » C'est pas votre tasse de thé? Pas du tout. Bon, alors... Avec les Français. Alors, et Benoît Hamon, est-ce que c'est un allié potentiel? Je vous propose de regarder la question que vous a posée justement une ancienne militante du PS, une ancienne élue du PS. C'est la députée européenne Isabelle Thomas, qui a rejoint donc le mouvement du 1er juillet, le parti nouvellement créé par Benoît Hamon. Voilà sa question. Pensez-vous, comme Didier Guillaume, c'est le patron des sénateurs PS au Sénat, que le rôle du PS n'est d'être ni dans la majorité ni dans l'opposition? Êtes-vous comme lui macronisé par le pseudo ni droite ni gauche? En gros, vous êtes inconstructif? Moi, je suis constructeur, en tout cas, de ce que je dois faire dans mon action de maire, de président d'une agglomération, de premier secrétaire du Parti socialiste. Je souhaite œuvrer pour les Français et les Françaises. Et je ne me mets pas dans des postures d'opportunité. C'est-à-dire que le Parti socialiste arrange tout le monde quand il est au pouvoir et qu'il peut permettre ainsi d'exercer le pouvoir et d'obtenir des mandats. Et dès lors qu'il n'y a plus d'intérêt au Parti socialiste, on va chercher ailleurs. Donc, les papillons, je les laisse à d'autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le travail, véritablement, sur ce parti qui porte des valeurs qui sont séculaires. On va terminer sur l'actualité du PS avec deux personnalités qui ont été entre guillemets épinglées cette semaine. D'abord Gérard Rafiloche avec ce fameux tweet caricaturant le chef de l'État. Il a été exclu, normal pour vous? C'est normal, c'est honteux, c'est abominable. Mon grand-père, ce héros, il a fait la guerre 39-45, il est revenu, il m'a raconté. Et on ne peut pas tenir ce genre de propos quand on a été un responsable socialiste. Même pas politique, mais un militant socialiste, c'est innommable. Autre personnalité, Jean-Jacques Urvoas, épinglé pour aujourd'hui... avoir des envies de revendre sa permanence parlementaire. Il n'est plus élu député, il a financé cette permanence avec de l'argent, entre guillemets, octroyé par l'Assemblée nationale. François de Rugy a du travail. Voilà, donc en gros, il doit garder l'argent, je pense qu'il doit rendre l'argent issu de cette vente. Il faut faire ce travail de mise à plat, des années et des décennies de fonctionnement à l'Assemblée nationale. J'ai été collaborateur parlementaire. Je vois bien ce qui peut dénoter aujourd'hui et ce qui peut être même scandaleux parce que les gens sont très attachés aussi aux notions d'argent et de richesse et de patrimoine. Donc je pense que Jean-Jacques Urvoas, devant la justice, pourra répondre à l'attaque qu'il subit, notamment par ce collectif dans le Finistère. Mais il pourra aussi dire ce qu'il va faire parce qu'effectivement, il y a un peu d'abus dans ces positions qui étaient offertes aux parlementaires les années passées. Alors Vincent Lemont, on va évoquer vos autres fonctions, votre double casquette, celle de maire de Plouec-du-Trieux et président de la communauté d'agglo, la future communauté d'agglo Guingamp-Paimpol qui rassemble aujourd'hui 57 communes, voilà. C'est ça? Alors les élus locaux, bonne nouvelle, ont globalement la cote. Regardez cette semaine ce sondage IFOP qui montre que 69% des Bretons sont satisfaits de leur maire, indice de satisfaction bien supérieur à la moyenne nationale. Alors autant dire que les édiles ont été l'objet de toutes les attentions cette semaine, puisqu'il y avait la 100e édition du Congrès des maires. Le gouvernement, là aussi, a essayé de convaincre 15 ministres, le Premier ministre et la réception, bien sûr, à l'Élysée mercredi soir. Le chef de l'État vous propose un deal aujourd'hui, stabilité des dotations de l'État, mais en contrepartie, on diminue les dépenses de fonctionnement, clairement et simplement. Il a voulu recadrer les choses. On écoute son discours. Une partie de son discours. J'aurais pu aussi vous dire que tout va bien, que l'État prendra seul la charge, que nos finances publiques ne sont plus un problème, que finalement nous pouvons laisser la dette qui est la nôtre à nos enfants, que le déficit public courant peut continuer à filer, que ça ne serait le problème que d'une partie de la dépense publique. Mais je ne serai pas responsable, parce que c'est faux. Parce que nous avons cette dépense publique en partage. L'État, les collectivités publiques territoriales et les administrations sociales. Et parfois les mêmes qui reprochent qu'on puisse partager cet effort entre ces trois types de collectivités sont les mêmes qui, le jour d'après, reprochent à l'État la moindre de ses économies. Ne touchez pas à l'armée, diable, ne touchez pas à telle prestation ou à telle autre. Au fond, notre pays... Et pardonnez cette facétie, vous l'avez un peu illustré sur votre propos sur la taxe d'habitation, aime la finance magique. Il aime cette finance où on peut baisser les impôts sans que jamais la dépense publique, quant à elle, ne baisse. Il veut que l'économie soit toujours le problème de l'autre. Alors chacun doit faire des efforts, non? Surtout que les efforts qu'il demande aux communes, ça concerne très peu de collectivités, à peu près 300, et surtout des collectivités qui ont un budget de dépenses de fonctionnement assez important. Vous êtes concerné par cette rigueur budgétaire à Plouec-du-Trieux? Depuis 2008, depuis les premiers effets de la crise économique et sociale et les diminutions. Comment ça le budget de fonctionnement de ma commune, par exemple, a diminué depuis 10 ans, c'est vérifiable. Moins d'investissement? Ça veut dire concentrer les investissements sur ce qui est utile, c'est-à-dire dire aux gens ce qui est possible d'être fait et ce qui ne sera pas fait.
C'est ce qui m'est arrivé encore cette semaine. Une citoyenne m'a interrogé sur la route qui devrait être refaite devant chez elle. Non, je lui ai dit, ce ne sera pas la priorité de la commune, ce sera d'aménager l'est de la commune, parce qu'à l'est de la commune, il y a la nouvelle école. Moins de personnel ? Ça veut dire aussi une rigueur sur le fonctionnement, au niveau fonctionnement et la masse salariale. La masse salariale, ce n'est pas simplement que des personnes, hein. Il y a aussi des charges autour du salaire de l'agent, mais c'est effectivement faire des choix à un moment donné pour des départs en retraite. On réfléchit à donner ou non un successeur à la personne. Alors le grand projet aussi, c'est la suppression de la taxe d'habitation qui sera compensée à l'euro près, a promis le chef de l'État. On va regarder dans votre commune une petite projection. Regardez, en 2017, donc cette année, 20% des foyers exonérés. En 2020, ce seront 89% des habitants de Pleuc-du-Trieux qui seront exonérés. C'est une bonne nouvelle, non, pour eux ? C'est-à-dire qu'en parallèle, il faut trouver la solution pour une compensation juste. Et c'est là où le président de la République a parlé de dégrèvement et qu'une participation de l'État sera faite à l'euro près. Mais il faut donner cette capacité aussi aux élus, donner les moyens aux élus de faire des projets innovants et qui peuvent être plus coûteux. Et c'est là-dessus qu'on n'a pas aujourd'hui, on n'a plus d'une fiscalité dynamique. Il n'y a plus cette fiscalité dynamique locale. Il a promis une refonte totale de l'autonomie fiscale. 2020, c'est ça l'objet de la discussion maintenant avec l'État, savoir s'il sera au rendez-vous en 2020 sur cette grande réforme de la fiscalité locale. Pour terminer sur l'esprit qui souffle actuellement dans les rapports entre l'exécutif et les élus, est-ce que vous êtes d'accord avec cette tribune signée dans Marianne par une centaine d'élus locaux plutôt de gauche qui estiment que Emmanuel Macron abandonne les territoires, qu'il n'a pas cette sensibilité avec le terrain communal? Il faut faire attention aux postures nationales dans des enjeux quand on connaît François Calfon, qui est aussi dans une certaine manière médiatisé, et il aime bien aussi faire le buzz. C'est pas cette attitude-là qu'il faut avoir vis-à-vis du président de la République et le gouvernement, c'est de vérifier vraiment les actes. Et les actes aujourd'hui, les actes ne sont pas encore en discordance avec l'intérêt territorial. Nous sommes dans la crainte, il y a des inquiétudes. Le chemin est pris de la discussion. Le dialogue a été ouvert avec le président de la République hier à la porte de Versailles. Mais attendons 2018 et les actes. Alors, nous arrivons à la dernière partie de l'émission. Vincent Lemot, voici le débat de dimanche en politique avec notre séquence Face aux Bretons. Et nous allons aborder le dossier des énergies marines renouvelables. Dans quelques instants, nous allons accueillir Christophe Hervé, le délégué régional d'EDF. EDF qui a quelque peu froissé les élus de votre communauté d'agglomération, dont vous êtes le président. Pourquoi ? Eh bien, EDF et l'ex-DCNS ont décidé de mettre fin aux essais hydrauliens en large de Paimpol, essais lancés il y a 6 ans, soutenus en partie financièrement par les collectivités et porteurs d'espoir, bien sûr, en termes de retombées économiques pour votre territoire. Petit rappel des faits et on commence les débats ensuite. C'est dans la plus grande tradition maritime que cette éolienne avait été baptisée il y a 6 ans. Ce devait être l'une des 4 turbines immergées par 35 mètres de fond à 16 km de la côte paimpolaise, la toute première ferme hydrolienne au monde, capable de produire de l'électricité pour 2000 foyers. L'ambition était grande alors. Ce sera le site national d'essai courant de marée français. Ce challenge technologique avait débuté par une phase de test en 2011, mais suite à plusieurs déboires, la date de mise en service du parc pilote ne cessait d'être repoussée jusqu'à aujourd'hui avec l'arrêt de l'expérimentation. Particulièrement en colère, le maire de Paimpol dénonce une décision brutale et incompréhensible. Pendant des années, le territoire s'est mobilisé, les professionnels depuis 2005 et les élus depuis 2008, pour réussir à accompagner ce projet et en faire une réussite. Une réussite qui devait produire de l'énergie verte, plutôt bleue on peut dire, pour alimenter le territoire. On se retrouve encore dans une situation où la Bretagne est dans une dépendance énergétique totale. Un gâchis industriel et financier selon cet élu, car que vont devenir les infrastructures mises en place, ces 16 km de câbles au fond de l'océan et tout ce qui a été investi. Cependant, EDF va poursuivre les essais sur la côte est du Canada avant le lancement de la phase industrielle du projet dans le Raz-Blanchard au large de Cherbourg. Les résultats de l'expérience du site breton ne devraient donc pas être totalement perdus. Voilà, et le délégué régional d'EDF, Christophe Hervé, nous a rejoint. Merci d'être avec nous. Je vais d'abord me tourner vers vous, Vincent Lemot, parce qu'on a senti un petit agacement au niveau des élus du territoire costa-armoricain. Vous avez été froissé un peu par cette décision que vous avez considérée un peu brutale. C'est l'incompréhension et la brutalité de l'annonce, puisqu'elle ne fut pas concertée alors qu'il y avait des processus et des procédures de concertation qui existaient dans le cadre de ce projet de l'hydrolienne en baie de Paimpol-Bréa.
c'est-à-dire le comité de liaison. Et en fait, ces annonces sont intervenues à un moment où on ne pouvait pas s'imaginer que EDF allait pouvoir dire que l'hydrolienne ne devait plus avoir sa place dans cette baie de Paimpol. Donc, du coup, effectivement, de l'incompréhension, et ça a eu tendance à nous fâcher, à fâcher quelques collègues maires du secteur de Paimpol et de Ploubazanec. Alors, Christophe Hervé, est-ce que vous faites amende honorable aujourd'hui? C'est quoi, une erreur de communication? C'est sûrement une maladresse de communication. Nous en avons déjà parlé avec les élus locaux. Ce qu'on peut déjà dire, pour commencer, c'est que le site de Paimpol, c'est un site d'essai pour les technologies hydroliennes. Alors pourquoi vous avez justement arrêté ces essais-là? Alors, c'est un site d'essai pour des technologies hydroliennes. Depuis 2011, et c'était dit dans le reportage tout à l'heure, nous avons expérimenté avec Naval Energy sur ce site 3 générations d'hydroliennes. Ce site d'essai hydrolien va poursuivre son activité dans le futur. L'année prochaine, nous allons avoir la compagnie mécanique de Normandie associée avec HydroQuest. Donc c'est la fin d'une étape, là, en gros. C'est la prolongation du site hydrolien avec d'autres technologies que la technologie qui a déjà été expérimentée jusqu'alors. Mais d'autres hydroliennes vont être immergées sur place pour expérimenter leur fonctionnement en vraie grandeur dans un site qui dispose d'une vie marine assez puissante. Alors disons les choses, Vincent Lemot, la région a investi 3 millions d'euros sur ce projet qui fait 50 millions d'euros au total. On va voir les chiffres apparaître à l'écran. Est-ce que vous trouvez que le retour sur investissement est suffisant? C'est-à-dire que Paimpol va rester un site d'expérimentation. Est-ce que ça vaut de mettre 3 millions d'euros pour bien faire les choses, et c'est un peu le pragmatisme qui m'est aussi parfois reproché, c'est de dire effectivement il y a un intérêt aujourd'hui de pouvoir expérimenter, de tester et de développer des processus et des process innovants sur cette partie de notre agglomération Guingamp-Paimpol. Parce que nous sommes un territoire qui veut se mettre au vert ou au bleu, comme disait Jean-Yves de Chaise-Martin. C'est une nécessité pour la Bretagne et je pouvais en échanger avec Louis Chenet-Gérard. Mais vous êtes plus ambitieux ? Il faut aller plus loin, à mon avis. Il va falloir réfléchir à ce que l'on peut faire sur ces nouvelles technologies qu'on ne maîtrise pas totalement. Et je peux convenir effectivement que les hydroliennes, c'est un concept qu'il va falloir travailler et qu'il va falloir travailler dans différentes mers du monde. Mais ici, on a la capacité d'en faire un test et pourquoi pas de la production à des échelles peut-être plus modérées, parce qu'il faut peut-être pas forcément toujours viser haut, mais viser pour notre territoire. Vous dites quoi, que EDF joue un peu petit bras là-dessus, sur le site de Paimpol ? Je pense qu'on peut travailler plus profondément avec la... Je fais un lapsus à SNCF parce que nous avions eu aussi cet été un problème avec la SNCF sur les arrêts de halles de train. Mais avec EDF également, on peut travailler plus en profondeur sur des projets qui peuvent structurer économiquement le territoire. Alors Christophe Hervé, est-ce que vous jouez petit bras sur le site de Paimpol-Bréhat ? Pourquoi se contenter d'un site d'essai ? Le travail avec les élus bretons et du littoral sur la dimension des énergies marines, vous l'avez dit tout à l'heure, ne date pas d'aujourd'hui. C'est un investissement, ce sont des investissements de long terme. Vous évoquiez 3 millions. Pour notre part, ces 50 millions sont 50 millions qui ont été investis sur ce site. Blanchard, en Normandie, on va commercialiser ce potentiel hydroélectrique. Sur ces 50 millions, les 2 tiers des 50 millions ont consisté en fait à préparer et à adapter ce site pour qu'il puisse être raccordé. Donc c'est de l'investissement qui va être utilisé donc également. Les 16 km de câbles qui ont été km de câbles, vont... le poste à terre, des convertisseurs, un certain nombre d'éléments techniques qui sont à demeure sur le site et qui vont nous permettre de poursuivre avec encore d'autres industriels les expérimentations pour développer des fermes commerciales. Avec de l'emploi à la clé ? C'est bien ça l'objectif, développer des fermes commerciales. Après, s'agissant des énergies marines, on évoque aujourd'hui, là, tout de suite, les hydroliennes. Mais les énergies marines, et la région Bretagne en particulier, appuient fortement sur le domaine de l'éolien offshore. Il y a un arsenal, un outil assez intéressant. Et il y a un investissement fort de la région Bretagne et des élus bretons sur l'éolien offshore, avec une visée particulière sur le flottant. C'est quelque chose auquel nous aussi, nous croyons fortement. Et la Bretagne, avec 2700 km de côte, a évidemment des atouts majeurs pour être l'une des régions les plus importantes dans le domaine des énergies marines. Mais on a pris du retard par rapport à nos voisins européens, par exemple le Royaume-Uni, les pays scandinaves, qui sont beaucoup plus en avance sur les énergies renouvelables maritimes notamment. Et il faut conforter en tout cas ce retard est peut-être effectif par rapport à des comparaisons européennes, mais les sites qui existent en Bretagne et notamment sur Guingamp-Paimpol, il faut les conforter. Et je pense que le message donné par la région Bretagne et la présence du président de la région Bretagne au comité interministériel de la mer à Brest l'autre jour montrait effectivement l'intérêt qu'a la Bretagne et les territoires bretons sur cette énergie, sur ces énergies renouvelables, notamment via la mer, mais aussi l'éolien terrestre. Nous
nous avons de la capacité. Il faut pouvoir sauter certains verrous parce que les procédures administratives... Apparemment, les délais d'instruction vont être raccourcis. C'est une bonne nouvelle, ça. C'est une très bonne nouvelle. J'ai un exemple. Je recevais l'autre jour à Paimpol une délégation d'une société électrique japonaise pour venir voir le site d'hydrolienne de Paimpol. Non pas techniquement parce qu'ils ont la technologie, mais pour voir comment nous avons procédé dans la démocratie participative. Ils étaient surpris de la longueur du temps qu'il a fallu pour arriver à faire en sorte que tous les acteurs socio-professionnels, il leur faut 2 ans, eux. Nous, il nous faut une dizaine d'années pour pouvoir mettre tout le monde d'accord. Christophe, je voudrais avoir votre commentaire sur le pari lancé par Nicolas Hulot aux Assises de la Mer. Voilà, d'ici 2030, assurer 40% de la production électrique grâce aux énergies renouvelables. Est-ce que c'est un pari réalisable pour vous ? La politique énergétique, elle est fixée par le gouvernement. Les énergéticiens, et EDF en fait partie, sont là pour mettre en œuvre et déployer la politique énergétique telle qu'elle a été fixée par le gouvernement, avec un rôle qui est le nôtre, celui d'un énergéticien, celui d'un industriel. C'est le sens même de ce que l'on fait aujourd'hui sur l'hydrolien. On a pris un peu de retard en Bretagne sur la capacité de production d'énergie renouvelable électrique. Il y a un gros travail qui a été fait au niveau breton, engagé par les élus et l'ensemble des acteurs économiques au travers du pacte électrique breton. C'est un fait significatif, un travail qui a été conduit depuis déjà presque 5 ans et qui a marqué des résultats. On est passé de 5% de production locale d'électricité en Bretagne à 15% ces dernières années. Donc je veux dire, la progression, elle est importante. Il faut toujours essayer de voir de quelle façon, en termes industriels, avec des rationalités économiques, on arrive à déployer des filières qui sont des filières d'avenir. Celles-ci sont des filières d'avenir. EDF y croit. EDF est mobilisé et EDF participe avec les élus, avec les acteurs économiques au développement de cette filière. En revenant sur l'hydrolien, l'objectif est bien de déployer une filière hydrolienne française. Eh bien, on terminera sur cette note d'optimisme. Merci beaucoup Christophe Hervé d'avoir répondu à notre invitation. On arrive à la dernière partie de cette émission. Vincent Lemeau, voici notre séquence et demain. Et on va parler de votre avenir avec, comme toutes les semaines, le dessin de Loïc Schwartz. Il est pour vous. Il vous habille avec une robe d'avocat. Regardez. Vous avez confessé dans notre questionnaire avoir regretté d'avoir arrêté vos études de droit pour faire de la politique. C'est vrai que vous êtes un professionnel de la politique aujourd'hui ? D'une certaine manière, oui. Mais je n'ai jamais eu, je n'ai jamais oublié d'où je venais et la nécessité de retourner vers mes études de droit si cela me semblait nécessaire. C'est pas parce que si la politique me mettait hors jeu, mais c'est parce que si je le voulais ou pas. Et si jamais la politique vous met hors jeu, vous deviendrez quoi ? Vous ferez quoi ? Je repartirai vers ces études de droit, les finir, mais moi, avoir mon Master 2 et pouvoir engager des études, continuer mes études de droit et peut-être maître magistrat ou avocat. Mais ça, c'est une autre vie, peut-être. Merci beaucoup Vincent Lemeau, merci d'avoir accepté notre invitation. Bon retour dans ce beau département que sont les Côtes-d'Armor. Dimanche en politique, émission à revoir en replay sur notre site et sur YouTube. Dimanche prochain, ce sera l'heure du débat avec Antonin Billet qui vous parlera du très haut débit. Notre région a-t-elle là aussi pris du retard ? C'est la question que nous poserons. Et nous, on revient le 17 décembre prochain avec Agnès Lebrun, la maire LR de Morlaix. Tout de suite, l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Labrousse. Passez tous un excellent dimanche.